Bonsoir à tous. Désolé de ce petit retard. Nous sommes présents ce soir pour un webinaire de la section du Parti communiste français sur le thème Déconfinons la culture. Avec nous, nous avons Christophe Andréani, qui est le directeur du théâtre d'Antoine Vitesse. Un grand merci à toi. Méadé Bernard, qui est adjointe à la culture au maire d'Ivry, Philippe Bouissou. Un très grand merci à toi, Méadé. Edgar Garcia, qui est le directeur de Zébroc, va nous rejoindre parce qu'il est déjà dans un autre webinaire, mais il sera un petit peu en retard, mais il va nous rejoindre. Notre soirée va se constituer en deux temps. Le premier temps, ce sera autour de pourquoi la culture pour nous est essentielle. Et puis, nous aurons à 21h un direct avec l'Odéon, le théâtre de l'Odéon, où actuellement 50 syndicalistes occupent et non syndicalistes occupent l'Odéon. Odéon libéré, disent-ils. Et donc, nous aurons un deuxième temps sur comment déconfiner la culture aujourd'hui. Alors, sans attendre, je vous propose de regarder le témoignage d'Ariane Ascaride, comédienne, témoignage qui a été réalisé au moment de la soirée de lancement de la campagne des régionales, où le Parti communiste et la France insoumise ont créé l'événement, et c'est autour donc de Clémentine Autain et de Céline Malézé que la campagne des régionales va s'ouvrir. Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite Ariane Ascaride, qui explique pour elle quel sens elle donne à la culture. Bonsoir. Alors moi je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu en fait, je ne sais pas si je vais être votre porte-parole en tant que public, mais pour demander aux politiques de se préoccuper de la culture. Parce que si vous voulez, moi j'ai un gros problème, enfin Clémentine le sait puisque j'en ai souvent parlé avec elle, enfin plusieurs fois. Je trouve que les politiques, ils nous ont laissé tomber. Nous, les agents de la culture, nous, les comédiens, les réalisateurs, les réalisatrices, les actrices, les gens qui ont des théâtres comme Christian. C'est-à-dire que votre préoccupation première n'est pas notre travail. C'est très important de se battre pour que les gens aient des maisons. C'est très important pour que les gens soient soignés. C'est très important que les enfants aillent à l'école. C'est fondamental. Mais c'est tout aussi fondamental de donner la possibilité à des gens de penser qu'ils ont le droit d'aller au théâtre, qu'ils ont le droit d'aller au musée, qu'ils ont le droit d'aller au cinéma, et qu'il n'y a pas une culture qu'ils ne peuvent pas approcher. Parce que, si vous voulez quand même, il y a un truc assez rigolo, c'est que dans la culture reconnue française, c'est quand même une culture assez bourgeoise, quoi. Et puis, d'autre part, aller dans un théâtre, c'est quand même assez cher encore dans beaucoup de théâtres. Donc, moi, je pense que ça, c'est une question que j'ai envie de poser aux politiques. Quand est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois au théâtre ? Moi, je me rappelle d'un monsieur qui était absolument génial, qui connaissait tous les acteurs français. Il s'appelait Jack Rallit. Si vous disiez Jack Rallit, tous les acteurs savaient qui c'était, parce que ce monsieur, il était tous les soirs au théâtre, il était député, il était maire, il a même été ministre. Mais il avait ce rapport à la culture et il savait qu'effectivement, la culture, c'est pour tout le monde. C'est un lien, même, entre tout le monde. Aller dans une salle de théâtre, c'est un partage. C'est voir des gens qui ont fait un certain travail et le partager avec eux, ressentir des émotions, ressentir peut-être des colères, ressentir des choses. Alors, je suis venue parce que, effectivement, je sais que Clémentine, ça, elle le comprend. Mais elle le comprend presque, je dirais, d'une manière capillaire. Parce qu'elle sait exactement ce que c'est. Et on a le devoir et le droit, quand on est une femme ou un homme politique, de se préoccuper de ça. Et de dire à tout le monde, mais vraiment tout le monde, vous avez le droit d'entrer dans un musée. Moi, j'ai encore du mal quand je rentre dans l'Opéra de Paris, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Or, c'est pour moi. Parce que je paie, avec mes impôts, pour que l'Opéra de Paris existe. Donc, c'est à tout le monde. Et c'est sur ce travail-là que je voudrais insister, que les politiques fassent. Parce que c'est important, effectivement, que la gauche puisse arriver un jour à gagner des élections. Ce serait vraiment épatant. En plus, si la gauche était unie, ce serait vraiment génial, quoi. Mais vraiment, vraiment génial.
Donc voilà, je suis là pour vous dire ça et pour vous dire aussi qu'effectivement, il y a des tas d'acteurs, d'actrices, jeunes, moins jeunes, qui sont en train de crever. Voilà, qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à faire leurs courses et qui ont du mal aussi à exister parce qu'ils ne peuvent plus entrer et faire dans un théâtre et faire juste leur travail. Il faut arrêter de croire que nous sommes juste des saltimbanques, que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes des originaux. Non, on est comme tout le monde. On paye le loyer, on paye les factures, et bien souvent, en ce moment, on tire la langue et on va dans des banques alimentaires. Nous, on a de la chance avec Christian. C'est donc notre devoir de parler à la place de nos camarades. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut que vous, les politiques, vous vous rendiez compte qu'il faut nous accompagner pour que vous aidiez aussi les gens à se dire qu'on fait partie de la vie au même style que boire et manger. La culture, c'est pareil que boire et manger. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelait Gérard Philippe. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent plus maintenant, si vous êtes très jeune. Ou... Il y a des gens qui le connaissent encore, qui était une star internationale et qui est le premier président du syndicat des acteurs et qui, un jour, a décidé, alors qu'il était une star, d'aller jouer au théâtre avec un monsieur qui s'appelait Jean Villard. Et tout ça, ça jouait au Palais de Chaillot. Et quand le spectacle était fini, il y avait bal. Et les spectatrices, elles dansaient avec Gérard Philippe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était absolument génial pour elles. Et je dis ça parce que j'ai rencontré une dame qui a dansé avec lui le soir du réveillon du jour de l'an. Donc, ça veut dire qu'on est absolument comme tout le monde. C'est juste qu'on raconte des histoires, mais ce sont des histoires qui vous concernent. Donc, il faut qu'on vous donne la possibilité, dans les instances politiques, régionales, je ne sais pas, nationales, municipales, enfin, qu'on vous donne la possibilité de venir écouter nos histoires. Et pour ça, pour qu'on vous en donne véritablement la possibilité, il ne suffit pas seulement de faire un billet pas cher. Il suffit de réfléchir en tant que politique à l'importance de ce que c'est que la culture. Voilà, j'en aurais fini avec ça. Donc, un grand merci. Il y a Edgar Garcia qui nous a rejoint. On t'avait excusé. Préoccupé de la culture. Parce Voilà. que si Donc, Christophe Andriani, je vais vous donner la parole. Ariane Ascaride a dit que la culture, c'est pareil que boire ou manger. Qu'est-ce que vous en pensez? A priori, je ne dirais pas exactement la même chose. Et peut-être qu'on aurait tort de se laisser trop piéger par le vocabulaire imposé, ce vocabulaire essentiel, comme d'autres vocabulaires en ce moment, il nous a été imposé. Je pense que, évidemment, boire et manger, c'est essentiel à la survie. Après, l'humanité a besoin qu'on raconte des histoires, qu'on ait des échanges d'ordre symbolique. Et l'art est un des espaces que l'humanité s'est dotée pour ces échanges symboliques. Elle est essentielle à la vie en commun, elle est essentielle à la vie psychique. Donc c'est une autre dimension de la vie que le boire et manger. Effectivement, en ce moment, on a l'impression qu'on est réduit à métro, boulot, dodo, et qu'on peut reconstituer notre force de travail uniquement en mangeant. Et on se rend bien compte que ça produit une grande misère et que ça appauvrit non seulement les humains un par un, mais ça appauvrit aussi la société, y compris nos capacités à penser l'avenir. Donc voilà, c'est pas seulement l'art. Je sépare un petit peu l'art de la culture, mais on a besoin d'art en particulier dans le champ, dans le vaste champ culturel qui est le champ du symbolique au sens anthropologique du terme, quoi. Parce que comment vous, aujourd'hui, vous pouvez créer,
parce que je suis allé voir le site internet du théâtre, donc il est pas triste parce qu'il y a le journal d'hiver, il est pas, mais quand on voit tous les spectacles avec le petit bandeau pour dire malheureusement qu'il ne peut pas avoir lieu, comment créer, comment inventer, comment faire des espaces de rencontre, parce que les cultures, c'est aussi pouvoir se rencontrer. Alors nous, on a mis un bandeau spectacle empêché, on n'a pas mis spectacle annulé. Et c'est vrai que notre travail au quotidien, ça consiste depuis quelque temps à reporter des dates sur un calendrier qui sont annulées, en essayant aussi de transformer les rendez-vous. Donc pour le moment, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est de travailler dans les écoles. Hein, on est plein de paradoxes, évidemment, cette situation, puisque on sait très bien que nos lieux sont des lieux qu'on sait sécurisés par rapport à la pandémie, en tout cas bien plus sûrement que la plupart des lieux qui sont ouverts. Donc, qu'on soit tous fermés et confinés pour faire baisser le taux de contamination, pourquoi pas, mais qu'on nous dise qu'il n'y a pas de perspective d'ouverture, alors qu'aujourd'hui, je donnerai simplement l'exemple des musées, c'est tout à fait simple dans les musées de diminuer les jauges et d'éloigner les gens. Donc, c'est une absurdité. Et chez nous, on a prouvé quand même, quand on a rouvert, qu'on était en capacité de briser les accueils. Alors, paradoxalement, on arrive à faire des choses dans des interstices qui sont pas spécialement, qui sont des zones grises du droit. Notamment, on va dans les écoles. Je donnerai juste un exemple. En ce moment, pendant tout le mois de mars, il y a J'entends une autre voix en écho. J'entends une voix en écho, c'est pour ça que je pense que c'est le Facebook qui doit, je ne sais pas. Alors, donc, oui, je disais que je donnerai un exemple. En ce moment, on est au mois de mars, on célèbre bientôt les 150 ans de la Commune de Paris. En ce moment, on joue dans les collèges et lycées un spectacle qui s'appelle La Plume et le Fusil, qui a été créé au Théâtre d'Ivry il y a un an. On a déjà joué beaucoup dans les lycées et les collèges. Et on arrive dans les écoles avec un drapeau rouge. Et Louise Michel leur raconte sa vie et sa vie d'engagement et de lutte. Ça, on peut le faire. Et puis, on essaye de faire des actions dans les écoles ou avec les écoles, y compris en ce moment, on est en train d'organiser une salle polyvalente, puisqu'on a le droit d'y amener les enfants, ce qui nous demande beaucoup de temps technique pour faire en sorte que dans cette salle polyvalente, on y soit aussi bien que dans un théâtre qui existe à 500 mètres de là. Donc voilà, ça fait partie des choses absurdes. Sinon, malheureusement, ce qu'on arrive à faire, pour remplacer le vivant, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. On a donné des rendez-vous téléphoniques aux gens pour leur raconter des poèmes. Tous les artistes avec qui on travaille sont disponibles. Si des gens nous demandent un poème, on les appelle et puis on leur demande d'appeler la personne. On appelle ça poète à l'appel. Et puis on continue avec les autres camarades d'Ivry, c'est-à-dire tous les lieux de spectacles vivants d'Ivry qui se sont réunis dès la fin du premier confinement. On essaye de se voir régulièrement et d'essayer de penser des actions communes dans l'espace public. On a donc Vous avez fait un appel. Oui, on a lancé un appel et puis on a inauguré une vitrine qui est en face du Carrefour Market de la galerie marchande du centre-ville, du centre Jeanne Hachette, voilà. Et les artistes y sont présents pour quelquefois répéter, quelquefois se produire devant des gens qui déambulent pour aller faire leurs courses. Il y a un côté un peu ironique dans tout ça, évidemment, puisqu'on a mis les artistes sous vitre, mais ça crée des espaces de dialogue, ça permet, pour ceux qui sont à l'extérieur, de discuter avec les gens, qui nous disent tous que ça leur manque. Et j'entendais bien Ariane Ascaride tout à l'heure qui disait qu'il fallait inciter le peuple à aller plus au théâtre et à reprendre le chemin du théâtre populaire. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, je pense que le travail qu'on fait dans les municipalités comme Ivry participe de cette histoire. Mais ce qui est frappant dans la période, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des spectateurs assidus, qu'on n'avait pas forcément accrochés, on va dire, et qui nous disent le manque,
qui nous disent le manque et qui sont joyeux à chaque fois qu'ils peuvent croiser un moment de propositions sensibles en direct. Alors, je vais en profiter pour faire une passerelle avec MEAD, parce que justement, dans cette… merci Christophe, dans cette… comment ça s'appelle, Ariane Ascaride a interpellé directement tous les politiques. Donc, comment toi, tu as pris ça et comment toi, justement, pour faire le lien avec ce qu'on vient de nous dire, Christophe, comment les politiques peuvent agir avec les gens du spectacle, avec le monde de la culture? Alors moi, je le prends bien ce qu'elle dit, parce que je crois qu'en effet, le défi qui est devant nous, c'est bien parce qu'on est dans un moment où on est empêché, on s'interroge tous beaucoup sur comment on va vers. Et je dirais que moi, c'est un peu presque constitutif de mon engagement, se dire comment on va vers, comment on permet que tous les publics, dans leur ensemble, et elle insiste beaucoup là-dessus, avec y compris l'exemple qu'elle donne, où elle tord un peu les choses avec l'opéra, mais se sentent autorisés. Et je crois que c'est ça le défi qui est devant les politiques autour de la culture en général. Et puis, de fait, quand on est dans une ville, alors bien sûr, moi j'ai beaucoup de chance, je suis maire adjointe à Ivry-sur-Seine. Alors à Ivry-sur-Seine, d'abord il y a un service public de culture qui est très dynamique et qui s'assoit sur des structures, un cinéma municipal, une salle de musique actuelle, un conservatoire, une médiathèque, voilà. Et puis qui a des compagnons de route à ses côtés, 2 théâtres, 3 théâtres, des théâtres associatifs, des artistes partout. On a 2 galeries dans la ville. Donc, j'ai beaucoup de chance parce qu'on s'appuie là-dessus. Et on s'appuie sur un terreau qui est riche, qui est mobilisé, qui se place en résistance. Sans doute, c'est plus facile à Ivry qu'ailleurs pour pouvoir avoir des échanges et pouvoir justement répondre à cela. Comment on va vers, comment on permet à tout le monde de se sentir autorisé. Et Christophe, il répond pour un bout avec ce qui a été mis en place à la sortie du premier confinement avec les chariots dans les quartiers de la ville, et puis dernièrement avec cette vitrine lieu de résistance qui permet justement cette rencontre et qui témoigne à chaque fois que moi j'y ai passé beaucoup de temps de gens qui s'arrêtent et qui disent waouh, ça fait du bien parce que la culture c'est vivant, parce que c'est en mouvement, parce que elle permet de grandir, d'apprendre, de résister, de se confronter aux œuvres, aux artistes, de développer son sens critique, de se retrouver, de créer, d'inventer, de penser, de s'élever, de mieux comprendre le monde. Et dans la période de crise dans laquelle on est, je crois que ça prend particulièrement sens, mais ça nous… nécessairement, ça charrie cela, quoi. Ça nous pose la question de comment demain, à la réouverture, plus que espéré, souhaité, voulu par nous tous, on arrive à y compris réinterroger le sens des actions qui sont menées pour permettre à tous d'être en capacité de passer la porte d'un théâtre parce que c'est pas facile, de passer la porte d'un cinéma parce que ce n'est pas facile, de pouvoir aller voir un concert, de se confronter à une œuvre plastique. Enfin, voilà, et c'est pour ça qu'à Ivry, on travaille beaucoup avec les enfants dans le cadre de parcours culturels qui sont mis en place dès la maternelle et qui permet aux enfants justement de développer cet appétit, ce sens critique, cette envie de discuter des œuvres, d'en parler avec des responsables d'équipement et des médiateurs de cette culture dans le sens le plus noble du terme et qui permettent de prendre des habitudes. Et là, Christophe le dit, on est dans une situation très paradoxale. On a eu le droit à un moment donné de réouvrir nos lieux de culture pour permettre au moins aux enfants de pouvoir, dans des conditions sanitaires extrêmement respectées, de pouvoir se rendre dans ces lieux et de partager des moments. Puis on nous a empêchés de le faire. Et là, le truc le plus absurde, c'est qu'on construit des salles polyvalentes à côté de nos équipements pour espérer pouvoir voir des classes, venir voir des spectacles. Et c'est là où vraiment,
c'est le summum de l'absurdité, quoi. Alors que les théâtres sont là, les lieux sont là, prêts à accueillir les troupes, et y compris ce que ça réinterroge pour les artistes, de travailler ailleurs, autrement, de se réinventer dans les lieux qui ne sont pas nécessairement adaptés, même si on essaye de faire en sorte qu'ils le soient, mais pour autant, une salle polyvalente, c'est pas un théâtre. Et y compris, c'est pas pareil dans le symbole qu'on envoie aux enfants. Et le Val-de-Marne, nous, on n'a pas de bol, on a un préfet, j'aime pas me faire des amis, mais très obtus sur cette question-là, et qui ne nous aide pas du tout à développer, à pouvoir développer dans la période au moins un lien avec les plus jeunes d'entre nous qui en ont profondément besoin parce qu'ils ont vécu une période de confinement qui a été extrêmement dure, parce qu'on sait aussi que dans nos villes, dans les quartiers populaires, le confinement de mars n'a pas été vécu de la même manière. Ça a l'air d'être des la palissade, mais comme dans des villes ou dans des endroits où on vit dans des pavillons avec des espaces extérieurs. Ici, on est en ville, dans un territoire dense, et du coup, avec tout ce que ça signifie pour tous ces enfants qui ont été empêchés de vivre pendant un moment et qui continuent à l'être finalement, même si les écoles restent ouvertes, mais dans quelle mesure elles le sont quand le sport est empêché, la culture est empêchée, enfin voilà, quand on ne fait plus que lire, écrire, compter. Alors, tu me fais la passerelle avec Edgar Garcia, qui est donc le directeur de Zébrock, parce qu'on voulait que tu sois là aussi, parce qu'avec Christophe, vous, tous les deux, vous adressez aussi à un public de collégiens, lycéens. Vous essayez de faire des passerelles avec la culture. Donc, toi, c'est plutôt de la musique amplifiée. Donc, comment toi, tu vois quel sens, toi, tu donnes à l'action culturelle? Et là, juste, Edgar, avant que tu parles, je salue les camarades qui sont à l'Odéon Libéré. Je donne la parole à Edgar et puis après, on vous donne la parole. Edgar, c'est à toi. Faut que tu ouvres ton son. Ouais, bonsoir et merci pour l'invitation. Quel sens donner à l'action culturelle? Un sens essentiel. Enfin, c'est une fonction capitale de la vie culturelle. Elle ne résume pas tout, hein. L'action culturelle ne règle pas la question de la création, par exemple, hein, qui est un domaine spécifique, comme l'a un petit peu évoqué Christophe tout à l'heure, et qui est, souvent on parle de culture en oubliant de préciser que dans la culture, il y a les arts et la création, quoi. C'est un endroit important parce que c'est là où se joue ce qui est complexe, hein, et à nier la complexité, on est dans un monde terne, on l'a vu en d'autres lieux, en d'autres circonstances. Alors l'action culturelle à proprement parler, c'est capital. Alors des fois on parle d'éducation populaire, les mots sont variants. Moi je préfère parler effectivement d'action culturelle. Je vais rien ajouter à ce qui vient d'être dit sur l'importance pour les gamins de se frotter à des propositions qui nourrissent leur imaginaire, d'autant plus que effectivement si la période écoulée a été lourde de dangers pour notamment des gamins des milieux populaires qui sont dans des appartements fatalement un peu modestes en taille, qui ont été privés de pouvoir sortir. Il faut ajouter que pour autant, et c'est ce qu'a dit Roselyne Bachelot a dit la vie culturelle continue. Et quand elle dit ça, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion au fait que Netflix fonctionne, que les GAFAM fournissent, et que ne vous inquiétez pas, votre imaginaire, on s'en occupe. Et c'est justement là où il y a un point de débat important à avoir. C'est nous aussi, on a un peu envie de s'occuper de l'imaginaire, et pas nécessairement pour y mettre la même chose, le même rapport au monde, les mêmes échelles de valeur. Il ne s'agit pas de rejouer la vieille pantomime du marché contre la création. On la connaît, et elle nous a pas conduit bien loin, mais il y a quand même un vrai enjeu à ce que la diversité soit présente. Et en l'occurrence, la diversité, elle se joue dans le spectacle vivant et également dans les politiques publiques de la culture, parce que il y a dans l'obstination du gouvernement à ne pas voir
que des lieux culturels pourraient très bien aujourd'hui fonctionner en toute sécurité. Dans cette obstination, je me demande s'il n'y a pas un peu en dessous là l'idée que finalement la vie culturelle publique, le service public de la culture est une chose dont on peut se passer. Parce que les FNAC, alors bon, les centres commerciaux viennent de fermer, mais enfin, sinon tous les endroits dans lesquels on peut s'approvisionner en objets culturels divers et variés sont ouverts et accessibles. Ce qui ne l'est pas, c'est les endroits où les choses se jouent dans une confrontation de soi-même avec une proposition, avec une voix, avec un corps en mouvement ou avec des sons qui sont exécutés devant nous, c'est-à-dire l'unicité de l'acte artistique. Et je me demande franchement s'il n'y a pas là quand même un peu un ballon d'essai, parce qu'il y a une absurdité. Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité de se protéger et de protéger tout le monde, mais il y a une forme d'absurdité quand même là qui devient inquiétante, qui me semble révéler ou dissimuler quelque chose d'autre. Alors voilà. Sinon, pour revenir précisément sur les questions d'action culturelle, je pense qu'il faut aujourd'hui donc dire tout ce qu'on dit et protester, mais je pense qu'il y a un véritable enjeu, c'est préparer demain. Parce que les dégâts vont être sérieux et il faut qu'on se mette d'accord entre les professionnels de la culture, les artistes, les élus, les politiques, sur quel cap allons-nous donner à ce qui, à un moment donné, va ressembler à une forme de résurrection, je ne sais pas trop comment le dire, mais est-ce que nous serons là pour faire l'exégèse de ce que le marché produit, ou est-ce que nous serons en capacité d'aller hardiment remettre l'imaginaire en mouvement, quoi. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Edgar. Donc, je vais donner la parole aux camarades qui sont à l'Odéon libéré. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire avec nous ce live. Est-ce que vous pouvez tous les deux d'abord vous présenter parce qu'on ne se connaît pas et aussi nous donner un peu les raisons, nous donner les raisons de l'occupation et pour répondre un petit peu à la question d'Edgar, comment vous voyez l'avenir? Quelles sont les revendications pour vous essentielles pour préparer ce déconfinement le plus vite possible? Je m'appelle Valérie Massadian, je suis cinéaste, pas syndiquée. Comment voir ça? Je ne sais pas. Moi, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire, excuse-moi, Edgar. Moi, je ne me demande pas s'il y a un désir s'il y a une tentative comme ça d'expérimentation pour effectivement ne garder que le minimum syndical, excuse-moi du mot, c'est pas le bon, sur ce qui peut fabriquer de l'imaginaire, de la pensée, de la contestation, parce que quand tu penses, forcément, ça aiguise un sens critique, ça aiguise un désir, ça aiguise des choses, et que ces gens-là n'en ont pas et n'en veulent pas. Donc, moi, je considère que ces gens sont ennemis de la culture, en fait. Et dans la culture, je mets autant des choses très, très radicales que des... Voilà. J'y mets pas Netflix, par contre, parce que je suis désolée. Je me pose pas la question parce que, par exemple, quand on regarde toutes les réformes, moi, je peux que parler des choses que je connais, mais quand tu regardes qui a été nommé au CNC, les réformes qui mettent en place sur les commissions, c'est absolument limpide. D'exclusion de tout ce qui pourrait gratter, piquer, réfléchir, prendre position par rapport à des classes sociales. Enfin voilà, tout ça c'est très très limpide. Voilà. Donc l'avenir, je le vois ici pour l'instant en fait. Je le vois que dans des. Je le crois très 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 sombre.
Moi, si je suis ici, n'ayant jamais été syndiquée, je suis ici parce que depuis très très longtemps, je considère qu'il faut qu'on ait l'intelligence tous, autant d'un côté que de l'autre, hein, c'est-à-dire de gens qui ont une structure syndicale et combative, et de gens dont c'est pas les outils de parole, de fabrication et de rapport au monde, arrivent voilà, à être ensemble et à penser ensemble et à combattre ensemble, parce que sinon ce n'est que des chocs et des entrechocs et ça n'avance pas. Ça n'avance pas, on sait. Alors, il y a la ministre qui est venue. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été gagnées? C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Parce que là, c'est pour faire le lien avec ce que tu dis, hein. Non, c'est pour faire le lien. C'est parce oui, que... bien sûr. Ouais. Alors, bon, moi, je suis Marc Super, je suis de la CGT Spectacle, syndicat des musiciens. On est ici transgénérationnel. Bon, ils ont décidé de venir parler. On aurait pu envoyer des jeunes. Voilà, mais on est à deux et on est là et on représente l'Assemblée générale des occupants de l'Odéon. Bon, ça fait des semaines qu'il y a des mouvements à Paris, en région et tout, pour une raison, quoi. Le monde de la culture est complètement méprisé. Le monde de la culture est complètement... On n'a aucune réponse à aucune question. On sent un mépris et un dédain total. Devant quoi? Devant la fermeture des salles, alors que tout ce qui est économico-rentable, il n'y a pas de problème de s'entasser dans le métro, il n'y a pas de problème de s'entasser dans les galeries commerçantes, dans le train, mais en même temps, un mépris social, un mépris de classe. L'année dernière, les plus riches ont fait de plus en plus de bénéfices. Des milliards sont dépensés pour soutenir l'industrie et notamment la rentabilité industrielle, donc le fric qui est donné aux actionnaires. Et dans le même temps, à travers des dispositifs, activités partielles, de maintien de l'emploi, etc., qui sont nécessaires, mais dont on pourrait discuter de la façon dont c'est prévu et quelles sont ces aides aux entreprises où il n'y a pas de débat démocratique, et dans le même temps, dans la culture, zéro. Dans le secteur du spectacle vivant, rien. Et à partir de ce moment-là, on est sur des revendications d'ouverture de nos droits à l'assurance chômage, donc de reconduction de l'année blanche. Et à partir du moment où on pose la question de reconduction de l'année blanche, on se trouve face à un gouffre. C'est quoi ce gouffre? C'est que nous, intermittents du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel, il y a à côté de ça tous les intermittents de tous les secteurs d'activité qui n'ont aucune protection. Et l'autre gouffre qu'on a en face, c'est la réforme de l'assurance chômage qui doit intervenir au mois de juillet, qui est une réforme faite par le gouvernement qui criminalise de fait les chômeurs, les précaires, les intermittentes et les intermittents de tous les secteurs d'activité pour leur dire, dès l'instant où vous touchez une allocation chômage, vous ne recherchez pas de travail. Et si on veut vous remettre au travail, il faut vous couper vos ressources. C'est là-dessus qu'on est intervenu et qu'on occupe l'Odéon. Et aujourd'hui, on organise une agora en bas de l'Odéon. Il y a des occupations dans toute la France. Donc, à Pau, il y a la scène conventionnée de Pau qui est occupée, le TNS de Strasbourg qui est occupé, la colline de Strasbourg qui est occupée. Et c'est transgénérationnel parce qu'au moins les 2 derniers théâtres sont occupés par des étudiants en art dramatique. Le reste sont occupés par des musiciens, des comédiens, des comédiennes, des professionnels et pas de nos secteurs d'activité et d'autres. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a une agora en bas de l'Odéon parce qu'on reprend la parole face au mépris, face à la dictature du fric par rapport à l'intelligence, au social, au service public et à l'avenir. Alors, sur l'agora, c'est l'après-midi, c'est à quelle heure? À 14h. 14h. Donc, Ça tout le monde dure peut venir.
tout le monde peut venir, c'est devant l'Odéon et la parole est donnée à tout le monde. On l'organise à l'avance. Il y a des interventions qu'on donne à des associations. On avait le DAL, on a eu les intérimaires, on a eu un groupe d'hôtesses d'une compagnie de British Airways. Enfin bref, c'est très variable. Et puis, on donne la parole à ceux qui la demandent et on en profite pour faire une agora, c'est-à-dire on essaye d'écarter les murs et les carcans qu'on nous impose. Donc moi, évidemment, je suis d'accord avec tout le discours que Edgar a pu avoir, et notamment pour dire que s'il y a reprise, et ça c'est un élément essentiel de notre combat, la reprise et la réouverture, ça ne veut pas dire du travail pour tout le monde. Là, ça va faire 1 an et demi, ça fait 1 an qu'il n'y a plus rien. La reprise, on ne sait pas quand ça sera, mais tous les spectacles vont être complètement bloqués à l'ouverture des salles où ils pourraient être diffusés. Donc nous, on sait qu'il y a toute une partie des spectacles qui ne pourraient pas être joués, et donc il faut réinventer l'endroit où on joue. Il faut que toutes les salles municipales, les salles des fêtes dans toute la France qui servent tous les 2 mois soient réouvertes pour accueillir des spectacles ou de la pratique en amateur ou des concerts, etc. Il faut regagner tout l'espace public et on a besoin de ce soutien. Et il faut que, comme on aide l'industrie par des milliards, il y a un vrai plan de reprise, un vrai plan d'urgence qui soit fait pour payer les répétitions, pour élargir complètement toute la diffusion et rencontrer tous les publics. Moi, je voudrais rajouter une petite chose par rapport au rapport de tout ce qu'ils sont en train de faire et vis-à-vis de la culture, c'est qu'il y a quelque chose qui existe quand même depuis assez longtemps, je pense avant que je sois née, enfin non, peut-être, ouais, si, qui est qu'il y a comme ça un accaparement de la culture, des arts en général, et c'était parce que j'ai vraiment passé pour une espèce de, je sais pas quoi, sursyndicaliste, alors que je ne sais pas, mais par une classe sociale. Moi, quand j'étais petite, moi j'ai découvert le cinéma d'abord à la télé, au truc de minuit. On était interdit de télévision, mais voilà, mon grand-père regardait le cinéma de minuit. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire du cinéma, parce que j'étais allongée dans le couloir par terre et dans l'entrebâillement de la porte, je voyais les Orson Welles, les Chaplin, et que c'était genre, wow. Voilà. Et cette façon, en fait, de séparer les gens, de considérer que les gens sont des abrutis, en fait, et que donc il faut leur servir la soupe la plus banale possible, la plus fade possible, et ne pas faire confiance au fait que n'importe quelle personne, qu'elle soit ouvrière, hein, qui va se retrouver devant un Goya, peut se mettre à pleurer, en fait, ça arrive. Ça, c'est terrifiant. Voilà, c'est terrifiant parce que ça fait que, par exemple, quand on a eu cette année blanche là qu'on vient d'avoir, le fait d'avoir écarté et fait comme si ça n'existait pas la demande initiale, parce que cette demande qui est faite là, ici à l'Odéon, elle était faite au moment de l'année dernière pratiquement, et c'était tous les gens qui sont autour des théâtres, des cinémas, de la fabrication, et les intérimaires de toutes les professions, de tous les métiers, en fait. Et le fait comme ça de scinder, de dire voilà, la culture, ok, on va leur donner parce que quand même, ça fricote un peu dans les mêmes milieux sociaux et ça fait là, mais on va oublier les autres. Ça fait que on a aujourd'hui des gens qui méprisent la culture, qui détestent les artistes, qui considèrent que voilà, on leur donne tout et puis nous on n'a rien, et c'est une réalité. Et cette espèce de mise en scène d'une guerre qui n'existe pas, elle me violente énormément, et les gens beaucoup plus jeunes que je fréquente beaucoup, eux ça les met dans une rage folle, voilà, parce qu'ils ont cette parce qu'ils sont allés dans la rue depuis la loi travail, et en gros, et que ils se sont comme ça, c'est des corps qui se sont confrontés
peut-être des milieux sociaux qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont, voilà, et tout d'un coup, il y a eu des résonances. Voilà, je suis désolée, peut-être. Non, au contraire, si tu veux, c'est pour ça qu'on on voulait vous donner du temps parce que pour nous, l'occupation de l'Odéon libéré, c'est pas anodin. Et on voulait vous laisser aussi du temps de pouvoir vous exprimer parce que pour nous, c'est ça aussi la solidarité concrète. Si on n'explique pas le sens, on ne peut pas gagner. Et pour nous, la culture, c'est essentiel. Donc, si c'est essentiel, il faut vous laisser la parole. Donc, ne t'excuse pas. Je vais passer, moi, la parole à Edgar Garcia, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il avait envie à la fois de répondre et surtout dialoguer plus que répondre, parce que c'est plutôt ça le sens. Edgar, comment toi, tu vois les choses? Comment je vois les choses, de quel point de vue? Du point de vue d'abord de l'occupation, de ce qui est des revendications, et dans le monde particulier où tu es, où les festivals sont fermés, où les difficultés sont de plus en plus fortes pour les chanteurs, pour les compositeurs, pour les artistes. Si tu veux, enfin, bon, il y a plusieurs niveaux de préoccupation. Moi, ce qui vient d'être dit, outre l'expression de la colère, amène à être effectivement attentif au fait que il y a des vies qui vont être foutues en l'air. Ça, c'est terrible. Des jeunes artistes, des gens qui ont 20, 25, 30 ans, qui se projettent dans un avenir dont ils savent qu'il est parsemé d'embûches, mais qui est le moteur de leur vie, hein, et qui vont se retrouver fracassés contre nous, ou qui d'ailleurs le sont déjà, parce que la CGT a beaucoup contribué à ce que il y ait cette première année. Maintenant, il en faut une seconde. Hein, c'est pas encore gagné, ça. Hein, non, du regard, je questionne Marc, mais effectivement, c'est pas encore gagné. Donc, cela va-t-il l'être? C'est une grande question. Et ça, c'est une question absolument essentielle. Évidemment, ça ne suffira pas. Mais s'il y a pas ça, mais ça, c'est le préalable. C'est un préalable, parce que s'il y a plus d'artistes, ou si les gens qui portaient des projets disparaissent, ça va faire une hécatombe. Et là aussi, je pense que purger un peu les rangs de l'intermittence, ça doit un petit peu arranger du monde. Hein. Il y a trop d'intermittents en France, doivent penser certains. Après, il y a un autre niveau. Nous, par exemple, dans notre activité à Zebrock, on n'est pas particulièrement impacté. Alors, quand je dis pas particulièrement, on connaît du désordre, on connaît des tas de problèmes, mais en ce moment, nous travaillons pour le volet de nos actions en milieu scolaire, d'actions culturelles, donc en milieu scolaire. Nous travaillons avec, en ce moment, environ 1500 élèves dans une soixantaine de classes, dans 37 établissements, aussi bien en primaire, en collège et en lycée. Et nous avons réussi à tenir à peu près tout, ce qui signifie que nous avons réussi à tenir l'engagement pris auprès d'artistes qui travaillent avec nous, parce que c'est eux qui interviennent dans les classes, et des projets ont été conduits à leur terme, et quand il y avait des difficultés à les tenir, nous avons reporté, fait en sorte que le cachet prévu soit honoré. Mais bon, on a à peu près tenu tout. Nous avons tenu il y a un petit peu un mois à Ivry, merci, la ville d'Ivry. Merci Madame la maire adjointe. Nous avons tenu les auditions publiques du Grand Zebrock, alors public sans public, au hangar, mais nous avons fait jouer sur 3 jours 15 groupes. Donc, on a fait 5 concerts par jour pendant 3 jours, et je te garantis que c'était émouvant de voir ces jeunes musiciens qui nous racontaient sortir de leur chambre ou de leur salon et qui n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles de se retrouver sur une scène sous des lumières et dans des conditions de travail et de jeu qui ressemblaient à quelque chose. Voilà, tout ça nous l'avons tenu. Et c'est bien, j'en suis très fier. Mais encore une fois, la vraie question, ça va être demain. C'est-à-dire que tous ces champs de possibles dont nous avons, alors nous, mais d'autres, Christophe et beaucoup d'autres, dont nous avons maintenu péniblement le fil dans toute cette période, parce que
Je pense quand même que dans ce pays, il y a beaucoup d'acteurs culturels qui sont courageux et déterminés, quoi. Des gens qui ne lâchent pas la proie pour l'ombre et qui sont assez résolus. Mais tout ce que nous avons tenu, il faut que, au sortir de cette situation, ce soit un capital précieux, pas pour le regarder sous cloche et s'auto-congratuler d'avoir réussi à tenir, mais pour préparer l'avenir. Parce que il va falloir qu'il y ait des endroits pour que des jeunes techniciens puissent travailler, des jeunes musiciens puissent se produire, et etc. Et Marc a raison d'attirer l'attention là-dessus. Les pouvoirs publics, enfin, le service public de la culture a une grosse responsabilité à tenir là-dedans, notamment évidemment du côté des municipalités de gauche. Il y a une conviction à partager. Et, je le dis sans faire de procès de quoi que ce soit, mais les convictions, c'est comme tout, quoi. Ça s'entretient. Il ne suffira pas de dire qu'il faut pour qu'il y ait du yaka. Il va falloir travailler, convaincre et je ne sais pas comment dire, c'est pas résister, c'est un mot qui est toujours employé, mais en tout cas faire en sorte que là aussi on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Par exemple, en disant ça, j'ai en tête cette pantalonnade du gouvernement sur la carte culturelle, là, je ne sais plus quoi, la carte culture, voilà, hein, qui est une pompe à fric gigantesque. Figurez-vous que le département de la Seine-Saint-Denis est, paraît-il, territoire pilote. Nous qui bossons en Seine-Saint-Denis, on n'a jamais vu le début de quoi que ce soit de cette histoire-là. Hein. Bon, c'est même une plaisanterie. Sauf que je pense qu'on va nous ressortir comme un moyen d'aller combattre les inégalités culturelles, etc., dont la crise sanitaire aura été un accélérateur. Je pense qu'on va nous sortir ce discours-là. Donc, il faudra effectivement être capable, collectivement, de ne pas prendre la proie pour l'ombre et de ne pas se laisser berner, quoi. Voilà. Ouais, Christophe, je vais donner la parole à l'Odéon d'abord, mais après, je vais d'abord donner la parole à Christophe Adriani, parce que justement, tu as été interpellé aussi par les camarades de l'Odéon, c'est-à-dire comment, et aussi et à sa façon par Edgar, comment à la rentrée, avec l'accumulation des pièces, parce que ceux qui ont été annulés cette année, il va falloir les rejouer peut-être l'année prochaine, mais tu avais peut-être prévu une autre programmation aussi l'année prochaine. Donc, comment les choses se passent pour toi et comment on fait le lien avec le théâtre de l'Odéon? D'abord, je voudrais commencer par dire un grand merci aux camarades qui occupent l'Odéon et dire que je suis venu plusieurs fois à l'Agora et que c'est formidable de se retrouver là, ça fait du bien et il faut que ça essaime partout. Je le disais en rigolant à Méadé, mais je rêve qu'on nous occupe. Parce que voilà, si vous avez des forces qui ne savent pas où aller, venez nous occuper. On saura quoi faire. Le directeur ne peut pas en décider, le maire non plus, l'adjointe au maire non plus. Mais dans mon équipe, il trépigne. Hein. Venez nous occuper. Parce que justement, en ce moment, bon, c'est pas qu'on fait rien, parce qu'aujourd'hui, il y avait des gamins au plateau qui répétaient dans le cadre d'un projet des talents lyriques qui est multipartenarial à Ivry. On était ravis, on arrive à faire des choses dans les interstices, je le racontais tout à l'heure, beaucoup comme le fait Edgar dans les écoles, dans les collèges et avec les collégiens. Maintenant, pour essayer d'aller dans le sens de ce que disait Marc, c'est-à-dire… Vas-y. d'interroger… J'ai un problème de liaison. Ah, qui a un problème de liaison? Non, là, c'est bon. Bon, voilà. Donc, je disais, notre responsabilité en tant que service public, c'est de donner du travail. On nous confie de l'argent public, c'est pour le dépenser, c'est pour donner du travail. Et ce travail, il est fait pour donner du plaisir et de l'émotion. Donc, je vais commencer par essayer, pour tracer des perspectives, de dire ce qu'on fait depuis 1 an. On a été confinés. Pendant le premier confinement, mais quelques jours après le début, on a réussi à faire une réunion comme on fait aujourd'hui en Zoom avec le maire. Il était isolé dans la mairie, beaucoup d'adjoints étaient chez eux. On a fait une réunion avec lui, et il nous a demandé comment on voyait les choses. On leur a dit qu'il faut préparer la sortie. Et on s'est tout de suite réunis avec les autres acteurs culturels de la ville
les gens du service public, mais aussi les associatifs, les coopératifs, les artistes qu'on connaissait. Et on a fait une réunion nombreuse et on a commencé à travailler à la sortie. Et le maire, de son côté, il a entendu qu'il fallait des moyens pour cette sortie. C'est-à-dire qu'il a attendu d'être réélu d'abord, et puis après, au premier conseil municipal, de voter des subventions exceptionnelles pour que les structures associatives, coopératives, trouvent à payer leur loyer, à retrouver un équilibre financier. Il a voté des subventions concrètes. Et puis, il nous a accompagnés aussi dans notre envie de sortie, c'est-à-dire qu'on a mobilisé l'argent qu'on n'avait pas dépensé pendant le confinement pour inventer quelque chose à la sortie, aller au pied des cités avec un chariot où on a convié aussi bien les amateurs que les professionnels, tous les acteurs que nous pouvions être, tous les complices que nous pouvions avoir, et les professionnels étaient payés. Il faut que tu saches ça, Marc. C'est-à-dire que ce n'était pas du bénévolat, ce n'était pas seulement du militantisme. Je dis ça parce que je me méfie de Marc, on se connaît depuis longtemps, on manifeste depuis tellement longtemps ensemble, et donc je ne voudrais pas qu'il me prenne pour un sale patron. Voilà. Donc, on a fait ça concrètement. Et puis après, on a pu réouvrir. Donc, on a fait une réouverture. Et on a préparé aussi l'été. Et pareil, la ville s'est engagée dans l'été. On est allé chercher des subventions partout où il y en avait. Et on a réussi à faire vivre l'art dans l'espace public pendant tout l'été en s'y mettant tous. Nous, on a fait des choses de notre côté, beaucoup dans les maisons de quartier parce que c'est un peu notre ADN, on travaille beaucoup avec les maisons de quartier de la ville. Et puis, à la fin de l'été, devant le théâtre, dans l'espace public, en gratuité, des représentations. Donc, on donne du travail, on donne du plaisir et de l'émotion aux gens et on donne du travail aux artistes. La saison, on l'a commencé plus dense que d'habitude parce qu'on avait déjà des reports. Et puis après, elle s'est arrêtée. Et maintenant, on n'arrête pas dans les calendriers d'essayer de les reporter. Quelquefois, on a un report de report de report. Au passage, quand on est face à des artistes qui sont en grande difficulté, on discute avec chaque compagnie au cas par cas, en fait. On les indemnise, même s'ils ne travaillent pas. Ce que je veux dire, on paye la prestation qui était prévue. Souvent, ça se modère parce que ils sont mis au chômage partiel ou parce qu'ils ont l'année blanche et qu'ils préfèrent avoir une date plus tard pour assurer leurs arrières, pour faire des cachets plus tard, pour avoir des cachets au sortir de l'année blanche, d'avoir leur comptabilité de cachets. Et là, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va être empêché, mais on est déjà en train de travailler à un festival d'été qui va être encore plus dense que l'année dernière. Et en ce qui nous concerne en tant que théâtre, on va du 2 juillet au 18 juillet faire un festival de plein air devant le théâtre avec une scène, etc., avec un certain nombre de reports, mais pas que. Et puis, on prépare aussi la saison prochaine, pareil, c'est-à-dire pas avec que des reports, avec des reports, mais aussi avec des créations, avec des coproductions, etc. Pendant qu'on a été fermé en novembre-décembre, ça nous a pris par surprise, on a tout de suite densifié les résidences, c'est-à-dire qu'on avait des artistes qu'on accompagnait en coproduction, qui avaient des temps de résidence un peu précis. On les a accueillis plus longtemps avec l'équipe permanente technique qui s'est mise à disposition, puisqu'il n'avait plus à faire assurer les spectacles accueillant du public, et avec aussi une part de coproduction plus élevée que prévu, pour qu'eux-mêmes puissent se rémunérer pendant les répétitions. Et au sortir de tout ça, au mois de janvier, on a accompagné 3 créations qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'aux présentations professionnelles. On a un peu triché sur la notion de professionnel pour ouvrir un petit peu, mais c'était quand même pas ultra satisfaisant. Et puis, en ce qui concerne le concert qui était dans le cadre de Son d'hiver, il a été enregistré sur France Musique pour qu'il y ait aussi une trace. Donc voilà, on a été dans cette dynamique-là. Maintenant, on est vachement à l'arrêt, à part les actions pédagogiques. On ne peut pas redémarrer, et je comprends bien ce que dit Marc, on ne peut pas redémarrer des résidences, parce que c'est des résidences pour quoi faire? Si c'est pour à nouveau faire des spectacles mornés, ça ne sert à rien. Et puis, avec quel argent on va le faire? Les institutions nationales, régionales, départementales, elles ne se sont pas mises au-delà de la situation. Elles ne sont pas réactives comme nous, on peut l'être. Et elles nous demandent aujourd'hui, moi, j'ai dû pondre un projet à la région Île-de-France il y a une semaine pour dire ce qu'on fera l'année prochaine, pour arriver à leur tirer des subventions. Hein. On a un théâtre subventionné à 90% par la ville, c'est ça que je veux dire. Donc, pour le moment, à quoi on travaille? On travaille
à un plan de relance. Moi, j'appelle ça, Marc a parlé de plan d'urgence, j'entends beaucoup le terme plan d'urgence. Ce plan d'urgence doit être un plan de relance. Et je suis d'accord avec lui, il faut densifier les propositions au sortir de cette période. D'autant que je crois à la demande, je crois au plaisir que ça va procurer. Et je pense que le manque qu'on ressent aujourd'hui, il crée du désir. Voilà, j'ai cet optimisme-là de penser que, contrairement à ce qu'on dit, les gens vont s'habituer, ils ne vont pas être au rendez-vous. Non, non, il y en aura de nouveaux, au contraire. Parce qu'ils auront compris que c'était triste, que ça n'existe plus. Donc, je te donne la parole à l'Odéon Libéré, en espérant que vous allez pouvoir répondre à la question d'occupation du théâtre d'Ivry. L'occupation de quoi? Quelle question? Vous avez une perche pour occuper le théâtre d'Ivry. Alors moi, tu sais, quand on me donne une perche, je la prends. Non, mais on va tout prendre, on a tout noté, t'inquiète pas. Non, moi, ce qui me paraît très intéressant et ce qui change les choses dans le mouvement qui est lancé, parce qu'il est repris partout, parce qu'il y a des échos partout de solidarité et d'envie de le faire, c'est que le pass culture, il est derrière nous maintenant. C'est-à-dire que les réponses qu'on attend, elles sont complètement autres. Et ce qui est quand même très intéressant dans les débats qu'on a, dans la plateforme qu'on a adoptée à l'Odéon et qui sont adoptés ailleurs, c'est qu'on met en place à la fois les politiques culturelles, la façon dont on doit vivre, le droit à l'assurance chômage avec la cotisation sociale, la place des caisses sociales et de la protection sociale qui, quand on ne travaille pas, sont en profonde crise. Et ça, c'est une appréhension d'un modèle culturel et social dans lequel on est, dans lequel on a construit la politique culturelle de masse depuis 1936 dans notre pays et dans lequel on a construit à la Libération la protection sociale basée sur la cotisation sociale. Et ça, c'est dans tous nos débats. Le premier point dans toutes nos AG qu'on rappelle, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution. Dans tous les secteurs qu'on représente, il y a besoin de travailler. On a le droit au travail, il va créer les conditions, mais la première mesure, c'est qu'il faut faire échec à la réforme de l'assurance chômage, qui est la traduction première de ce qu'est ce gouvernement et de ce que fait tout le monde. Le fric aux riches qui en gagnent toujours plus et les autres, on leur casse la gueule, on leur baisse leurs cotisations, enfin on leur baisse leurs allocations et on rend les gens un monde de gens pauvres et de gens riches. Et là, c'est ce qu'on défend, quoi. Et on le défend pour toutes et tous avec la reprise de l'activité, on l'a dit, des plans d'urgence ou plans de relance. Bon, moi, on s'en fout, c'est ce qu'on met dedans et ce qu'on va mettre dedans. Et là, on dit, et là, on nous a fait une démonstration que la dette, la sempiternelle dette sur laquelle on accusait les collectivités territoriales, sur laquelle on accusait les services publics par rapport au budget de l'État à cause de Maastricht, etc. La dette, maintenant, on renvoie ça au calembrac parce qu'on a mis des milliards et des centaines de milliards à l'industrie. Et nous, on dit aujourd'hui, il faut mettre sur la table et la protection sociale et les politiques culturelles et un vrai plan de relance sociale et culturelle pour s'en sortir, ce qui est porté par l'occupation, ce qui est porté par les débats qu'on a avec les autres lieux qui sont occupés, par l'agora. Et là, il se passe une prise de parole parce qu'on sort du gris, on sort du gris foncé, on sort des années Macron, des années Hollande, etc., etc. On a voulu nous tout confondre. Et aujourd'hui, il y a une jeunesse qui s'exprime dans les théâtres occupés par les étudiants en art dramatique qui reprennent la plateforme sur l'assurance chômage, sur les droits sociaux, sur les politiques culturelles. Et ça, c'est quand même ce qu'une occupation peut amener de mieux dans une réflexion collective. On a des petites questions sur la plateforme. Où est-ce qu'on la trouve? La plateforme, où est-ce qu'on la trouve? Bonne question. J'ai pas l'adresse mail, la plateforme de l'occupation de l'Odéon. On l'a. Oui, il y a une page Facebook sur les réseaux sociaux.
hein, Ça sur s'appelle Occupation Odéon 2021, enfin 2021. 2021. Ouais. Il y a la plateforme, vous l'avez sur le site de la CGT Spectacle, sur le site, etc. Et vous avez notre plateforme telle qu'elle est développée avec tous les points qu'elle défend. Okay. Méadé, ouais, vas-y, excuse-moi. Juste sur la page Facebook, il y a tous les lives en fait de l'Agora qui sont filmés. Alors parfois de la fenêtre, puisque comme il y avait des tensions, on n'avait pas trop la possibilité de sortir. Mais voilà, en tout cas, il y a ces paroles-là qui existent et c'est assez intéressant en fait, enfin assez intéressant et surtout très troublant et plutôt émouvant et à la fois rassurant et pas. Qu'entre une femme, je sais pas moi, de cette société qui s'appelle le TUI, qui est le numéro 1 mondial du voyage, où il y avait, c'était 900 salariés, il y en a 600 qui ont été licenciés, et des étudiants de Nanterre, et des gens qui font des maraudes, et un soprano, et voilà, que tout d'un coup, il y ait chacun avec ses formes, chacun avec ses mots, chacun avec sa colère, son fragile, etc., tiennent le même discours, en fait. Et ça, c'est très... Parce que j'ai passé la parole à Méadé parce que je pense que justement ce qu'ils ont, les amis de l'Odéon, ce qu'ils nous disent sur les riches, les pauvres, et puis qu'on a tous intérêt à s'unir, ça doit te parler quelque part. Ça me parle beaucoup et enfin, vraiment, comme l'a fait Christophe, je vous remercie parce que ce qui se passe à l'Odéon, ça nous oblige. Ça nous oblige tous et comme Christophe, il l'a dit tout à l'heure, mais avec le maire, on ne peut pas décréter l'occupation du théâtre d'Ivry et Christophe ne peut pas le faire non plus. Par contre, on en rêve, venez et on sera bienveillant avec vous pour permettre le dialogue, l'échange, le débat démocratique, la lutte et puis la construction de demain, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et la construction de demain en exigence est bien loin des artifices construits par ce gouvernement, mais par les gouvernements d'hier hein, qui ne sont pas en reste sur cette question. Moi, je crois que ça nous oblige aussi au regard de ce que tu viens de dire sur cette idée de convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on est dans un moment et en plus, convergence des luttes, on en rêve tous tout le temps et on a souvent beaucoup de mal à y arriver. Mais on est à un moment où on est tous tellement mal, ce que vivent les étudiants, moi je vois ce qui a été mis en place dans cette ville où on s'est beaucoup concentré au-delà des questions de santé sur les questions alimentaires. Parce qu'au bout d'un moment, quand les gens ils ont rien à bouffer, c'est bien la question essentielle de premier lieu, donc avec de l'aide aux associations qui portent l'aide alimentaire, qui portent les maraudes, et me dire que dans un lieu culturel comme l'Odéon, arrive à converger autour des questions d'assurance chômage, de statut des intermittents, de l'État, de la précarité en France globalement, mais de la précarité du monde culturel, mais aussi des étudiants, et que ça, on arrive à faire boule de neige, et qu'on arrive à faire boule de neige avec des plateformes collaboratives qui nous permettent de travailler demain et d'exiger un demain différent. C'est pas juste se dire on réouvre les lieux de culture, parce que je partage cette idée qu'il faut que les choses se fassent dans un double mouvement. C'est pas simplement la réouverture. C'est la réouverture, mais pourquoi faire, comment et dans quelles conditions? Parce que les conditions de la réouverture vont se poser quand même clairement au regard de l'état de la société dans lequel on est, une société qui est quand même à l'arrêt. Alors pas à l'arrêt pour aller faire ses courses, pas à l'arrêt pour aller au turbin quand on en a un, mais en tout cas à l'arrêt clair de tout ce qui est à côté. Et moi, j'ai une pensée vraiment particulière pour les étudiants aujourd'hui qui vivent un moment vraiment abominable. Enfin, c'est atroce, quoi. Donc, voilà, je dis on en rêve parce que Ivry est une terre de lutte, de résistance, de construction collective et que ça nous parle et ça résonne. Donc voilà, on serait ravis qu'il puisse se passer quelque chose ici et de participer à poser une pierre de plus et en tout cas à prendre notre part
à ce que vous portez là et qui commence à faire des petits, et j'en suis très heureuse, mais qui pourrait en faire encore beaucoup plus. Donc merci et vraiment merci. Ça fait du bien malgré tout dans ce moment. On a aussi besoin de ça, je crois. Après, il y a une vraie question dans ce que tu as posé tout à l'heure sur comment est-ce que demain, on réouvre tous les lieux possibles, on donne, et les maires ont une responsabilité à prendre, parce que pour le coup, c'est le territoire des maires, de pouvoir regarder comment est-ce qu'on rend les choses possibles. Et c'est là où je pense qu'il va falloir que les maires, au travers d'associations des maires, mais aussi enfin, voilà, des convergences politiques qu'on peut avoir ça et là, qu'on se parle pour organiser cela. Parce qu'il va falloir permettre… alors nous, c'est vrai qu'à Ivry, on le fait facilement, c'est-à-dire que quand le théâtre nous sollicite en disant « nous, on va se poser dans le jardin », ce que vous avez fait, ce qu'a fait Christophe au sortir au moment de l'été, on va se poser dans le jardin, et nous, on rend les choses possibles, c'est notre rôle. Mais je dirais, nous, on le fait. Je ne suis pas bien sûre que dans les villes d'à côté, ils le fassent aussi. Peut-être qu'ils le font différemment, mais on a besoin aussi de croiser les expériences pour regarder comment tout ça se réactive, se régénère, retourne à la rencontre du public. Parce que, sincèrement, on attend ça. Enfin, moi, je le vois avec l'expérience des vitrines à Ivry, qui semble plutôt être… qui est une initiative qui est modeste, qui est extrêmement portée par les acteurs culturels, mais c'est l'occupation d'une vitrine en résidence et en résistance. Les réactions du public qui s'y confronte sont sans appel. C'est merci. Merci de nous offrir un moment suspendu, de nous permettre de nous retrouver, de nous permettre de s'arrêter, de discuter à deux, trois de quelque chose qu'on voit, de se confronter à quelque chose, de nous permettre de penser. Enfin, tout ce que vous avez tous dit bien mieux que moi ce soir, mais enfin voilà. Donc occupons le théâtre d'Ivry. Voilà. Sur ces mots, moi je vais vous remercier. Merci à ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui vont regarder en replay. On fera aussi des petites vidéos de vos interventions. Et puis, donc, toutes nos solidarités avec le théâtre de l'Odéon libéré. Un grand merci à Christophe, que j'ai appelé Christian toute la soirée. Donc, mille excuses. Un grand merci à Edgar. Et puis, pas le premier, tu n'es pas le dernier, Julien. Hein? Tu n'es pas le dernier, Julien. Oui, mais quand même. Donc voilà, et puis à très vite aussi aux Agora du théâtre de l'Odéon, et puis peut-être à l'Agora d'Ivry, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne donne pas des petits. Hein, et puis donc on est avec vous dans la lutte. Voilà. Merci. Merci à vous. Quand on lâche rien. Exactement, Salut. on lâche rien. Au revoir. Passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacées encore. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, avec le ciel qui est vraiment sage.
Merci à vous. Vous êtes arrivé à l'heure. Oui. C'est les chœurs professionnels. Pardon.